Bonjour tout le monde. C'est la fin de ma saison au Québec. Je prends l'avion samedi le 2 octobre à 11 heures pour me rendre à Mexico City. Je vais arriver à San Carlos le 3 octobre. Je pensais finalement m'occuper de mon bateau. Finalement, je ne m'occuperai pas de mon bateau à partir du 3 octobre parce qu'il faut que je prenne un vol pour aller à Maui. M'occuper du bateau d'un autre ami qui est là-bas à Hawaï. Donc, je vais repousser un peu mes trucs à moi. Ça n'affectera pas la saison, là, mer de Cortez, possiblement la traversée vers la Polynésie. Donc, je voulais juste prendre le temps de faire un court vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur le dernier post là, que j'ai fait. Donc, Sandrine me demandait là, les formations à faire pour être autonome. Écoutez, il y a autant de processus de formation que de personnes, donc ça dépend de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme compétences puis connaissances antérieures. On peut dire, assumer que vous n'avez aucune compétence, connaissance, puis vous faire passer à travers un syllabus de cours au complet, autant du point de vue de navigation que du point de vue technique, entretien du bateau. Si vous faites ça, ça va vous coûter très cher de formation, puis à quelque part, pour moi, j'aimerais mieux que vous gardiez ces sous-là pour votre projet, que ce soit l'équipement de votre bateau ou carrément profiter du voyage que vous allez faire avec votre bateau. Donc, il y a un équilibre à faire, c'est-à-dire qu'il y a certaines formations qui sont absolument nécessaires et essentielles, puis il y a d'autres formations dans le monde de la voile qui sont le fun à avoir, qui sont le fun à accumuler au fil du temps, mais qui ne sont pas absolument nécessaires et essentiels. Fait que dans la catégorie nécessaire et essentielle, je mets définitivement d'apprendre à faire ce que j'appelle, moi, de la voile de base. Qu'est-ce que je veux dire par de la voile de base? Ça fait quelques fois que je le répète, là, le message va se passer, j'espère. C'est d'apprendre à faire du laser ou d'apprendre à faire de la planche à voile ou d'apprendre à faire du catamaran de sport. Ce genre d'embarcation-là légère, réactive, rapide, sportive, qui vous permet d'apprendre à faire de la voile fine. Puis il n'y a jamais assez d'expérience dans ce secteur-là. Vous devez toujours chercher à parfaire vos habiletés de voile de base. C'est la chose la plus importante parce qu'on a beau être sur un voilier de 45 ou 50 pieds dans le milieu de l'océan, puis se sentir en sécurité parce qu'on a un gros bateau, peut-être super bien équipé, mais si on ne sait pas manœuvrer les voiles de façon primaire de base, bien, on va se placer dans des positions dangereuses dans lesquelles personne ne peut nous aider. Quand on sait naviguer la base du bateau, bien après ça, il y a toutes sortes d'autres systèmes qu'on peut mettre pour parer à une éventuelle bris technique ou un truc comme ça, qu'on peut s'aider à se sauver. Maintenant, aujourd'hui, avec les communications satellites, ça peut même dire que vous êtes en contact directement avec moi. Puis si vous avez un problème avec votre électricité, votre moteur diesel ou votre navigation ou votre planification météo, je peux vous aider à distance si vous êtes équipé de cette façon-là. Donc, je ne peux pas insister assez sur apprendre la voile de base. Puis on a tous besoin d'apprendre puis d'affiner nos capacités dans ça. Je vous donne un exemple rapide. Là, ça doit faire 2 semaines ou 2 semaines et demie. J'étais avec Yannick Sans Souci, le propriétaire de l'école de voile Sans Souci. On était sur son catamaran de 6 mètres, le Mystère 6 mètres Excel, avec lequel il fait des courses. Moi, ça fait depuis 1997 que je navigue sur ces bateaux-là. Mais je navigue souvent dans des conditions où j'amène des gens qui sont peu ou pas expérimentés. Donc, je navigue le bateau très à l'intérieur de la marge de performance de ces bateaux-là. Yannick est différent. Yannick fait des régates le mercredi soir, puis lui navigue toujours le plus proche possible de la performance possible de son bateau. Mais il a réussi sur le lac des Deux-Montagnes. Moi qui ai fait 50 000 milles nautiques de mer dans les derniers 8 ans, avec des grandes traversées océaniques, l'Atlantique Nord, le Pacifique aussi, il a réussi à me sortir de ma zone de confort dans une habileté de voile de base. J'étais au trapèze, c'est lui qui barrait, il était au trapèze aussi. On avait un orage qui nous suivait, puis on s'est sauvé de l'orage parce que Yannick était capable de pousser son bateau plus loin dans la zone de performance que ce que moi j'aurais fait. Donc, quand je vous dis, on a tous à apprendre dans ça, bien, c'est de ça que je veux parler. Donc,
je peux pas insister assez. Apprenez à faire votre voile de base. Après les formations électriques, navigation côtière, électricité marine, moteur diesel marin, etc., c'est toutes des très bonnes connaissances à avoir. C'est toutes des formations qui sont valables. Par contre, ce n'est pas des formations qui sont absolument essentielles parce que vous pouvez faire ces recherches-là par vous-même aujourd'hui sur le net. Moi, je le fais régulièrement. Faut que ça soit adapté aussi exactement au type de moteur, au type de bateau que vous avez. Donc, vous n'avez pas le choix, même en sachant que la base de ça, vous n'avez pas le choix quand même de faire les recherches pour savoir, bien, comme moi, j'ai un moteur D255 de Volvo, bien, c'est pas nécessairement les mêmes spécifications techniques que le Yanmar équivalent. Donc, c'est pas la même spécification technique que le moteur Kubota équivalent. Donc, il faut que j'aille chercher les connaissances spécifiques au moteur sur lequel je m'attarde. Donc, en gros, c'est ça au sujet des formations. Adèle me demandait comment faire. C'est quoi sa question exactement? Je vais juste aller... Attendez, je vais juste aller voir. Elle me disait qu'elle aimait juste le Jack Sparrow. Quelle préparation, quel itinéraire tu me recommanderais? Écoutez, l'itinéraire que je recommande, il y a l'Arc Caraïbe qui est toujours intéressant quand on a 1 an pour partir en voyage. Moi, j'adore le côté ouest de la côte des États-Unis, de San Diego jusqu'à Ixtapa. C'est une très belle zone de navigation. En Floride ou à San Diego ou à Los Angeles, il y a beaucoup de bateaux à voile usagés qui sont à vendre pour vraiment pas cher. C'est 2 excellents pôles pour équiper, préparer un bateau. Toutes ces navigations-là, que ce soit de la Floride à l'Arc des Caraïbes ou de San Diego à Cabo San Lucas et Ixtapa, c'est des navigations extrêmement sécuritaires, tant au point de vue météo, quand on sait ce qu'on fait, qu'au point de vue risque de sécurité humain. J'ai jamais été abordé, moi, j'ai jamais été volé dans mon bateau. Je fais attention, je suis prudent, j'ai quelques techniques pour rester prudent quand je navigue ou quand j'ancre mon bateau. Mais en gros, ça reste super sécuritaire. En gros, c'est ça. Les 2 itinéraires sont possibles sur un trajet d'1 an. Il y a possibilité aussi, si on est vraiment aventureux puis on sait vraiment ce qu'on fait avec la voile, d'acheter un bateau en Méditerranée puis de faire la traversée de l'Atlantique pour le ramener dans les Caraïbes. Sur 1 an, ça se fait très bien, mais il faut être prêt à une traversée océanique. C'est peut-être pas le voyage d'entrée que je recommanderais. Donc, que ce soit un départ de côte est vers les Caraïbes sur 1 an, ça fait une très belle année sabbatique, ou San Diego vers Cabo San Lucas, c'est très beau aussi. Je vous cacherai pas que j'ai un faible, moi, pour la côte ouest américaine, la côte ouest mexicaine. Je suis là depuis 5 ans, c'est pas pour rien. Dernier sujet que je voulais vous parler, c'est au sujet des... si vous êtes intéressé à venir dans la mer de Cortez avec moi cet hiver ou même de faire la traversée du Mexique vers la Polynésie française, je crois que c'est jouable cette année. Les frontières maritimes sont ouvertes maintenant en Polynésie française pour les équipages qui sont pleinement vaccinés. Donc, ça nous permet là, de traverser du Mexique, de voir les îles Marquises, que Jacques Brel et Gauguin disaient que c'était les plus belles îles au monde. On voit les Tuamotus aussi, et Papeete. S'il y en a qui ont... 1 mois et demi, il y a pire façon de naviguer que ça. C'est tout du vent arrière, du grand large. J'ai très hâte de faire cette traversée-là. J'ai été retenu depuis 2 ans là, avec toute l'histoire du COVID de faire ça. Mais il semblerait que c'est enfin ouvert. Il me reste à peaufiner le bateau un peu, m'assurer que tout est prêt, puis on va pouvoir enfin faire cette traversée-là. Donc, quand je vais embarquer des gens là-dedans, je vais vous dire au sujet de mon choix d'équipier. Moi, c'est sûr que je cherche des gens qui sont capables de contribuer de façon substantielle quand même aux frais d'aventure. Je tiens mon bateau très en ordre. Ça me coûte cher de faire ça, donc j'attends une contribution substantielle. Si vous voulez savoir de quoi je parle, contactez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous informer davantage là-dessus. L'autre chose, c'est que quand j'embarque des équipiers à bord, je veux dire, moi, ça fait 9 ans que je navigue, que je fais des traversées océaniques. J'ai une formation professionnelle de pilote d'avion militaire que j'ai adaptée au monde marin. Faut pas penser à arriver sur mon bateau puis qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que je m'arrange pour qu'il y en ait le moins possible à faire pour que ce soit un voyage tranquille puis agréable. Donc, j'aime mieux garder la cuisine pour moi, surtout au début, parce que j'aime pas ça que les gens partent un feu dans mon bateau en bois et en fibre de verre qui brûle très bien jusqu'à temps que je vois que vous ayez acquis pour dire franchement là,
sea legs en anglais, c'est quoi le mot en français? Que vous vous êtes amariné, autrement dit, que vous êtes capable de fonctionner à bord d'un bateau sans perdre l'équilibre, puis que vous êtes capable de savoir où est mon instincteur, où est ma couverte de sécurité, etc., etc. Donc, c'est des éléments importants. Je suis beaucoup plus ouvert à vous laisser faire des veilles de nuit, ce genre de choses-là, des veilles même de jour. Évidemment, même manœuvrer les voiles, ça m'énerve beaucoup moins. Ça, il y a beaucoup d'opportunités sur mon bateau de participer à ça. Mais quand c'est le temps de manœuvrer les systèmes internes du bateau ou manœuvrer les éléments comme le poêle qui a un feu ou il y a un risque, bien là, à ce moment-là, j'essaie de diminuer ces risques-là potentiels en le faisant moi-même, jusqu'à temps que j'aie confiance que j'ai des équipiers à bord qui sont capables de le faire de façon sécuritaire totale. Donc, en gros, c'est ça. Fait que j'essaie de bâtir les gens petit à petit. Vous arrivez sur mon bateau, au début, si vous êtes capable de descendre l'escalier de façon sécuritaire, d'aller à la toilette sans me la boucher, puis de faire vos veilles le jour, la nuit, je suis content de ça, c'est tout ce que je demande. Puis tranquillement, pas vite, on va participer aux manœuvres de voile, puis on va participer à la cuisine, puis plus à la vie à bord en tant que telle. Mais c'est quelque chose qu'on apprivoise étape par étape. Et ça, c'est vrai même pour des gens qui ont beaucoup d'expérience de navigation, parce que vous y alliez sur n'importe quel bateau, tout le monde a ses façons de faire. J'ai mes façons de faire à bord. C'est pas la seule façon de faire. Si vous allez sur le bateau de quelqu'un d'autre, il va avoir ses façons de faire à lui ou à elle. Donc, j'aime mieux bâtir ça tranquillement avec les gens qui viennent à bord que de vous lancer dans le bain immédiatement puis vous dire, bien, montrez-moi ce que vous savez faire. En gros, c'est mon approche. Donc, j'espère bien, ça ne me dérange pas de faire cette traversée-là tout seul, mais s'il y a des gens qui veulent la faire avec moi, ça va me faire plaisir de vous amener tant qu'on peut s'entendre là, sur un programme puis une contribution financière acceptable pour tout le monde. Donc, c'est ça. En gros, je vais vous revoir probablement au Mexique, puis ensuite de ça, je prends l'avion pour Maui. Puis on va voir qu'est-ce que Maui me réserve ce coup-là. Bonne journée!